Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout un plaisir de vous retrouver pour votre émission débat 100% Bénin. Oui, un nouveau décor, un nouveau plateau, cela s'entend. Mais le principe, lui, n'a pas changé. Le décryptage de l'actualité socio-politique sans langue de bois, nous y sommes. Bienvenue. Le mois de décembre, en cours d'achèvement, aura singulièrement été ponctué d'une série d'actions d'éclat du chef de l'exécutif, Patrice Talon. Un discours sur l'état de la nation, le premier de son quinquennat, salué du grand nombre des élus du peuple, en l'occurrence. Un budget de plus de 2010 milliards passé comme une lettre à la poste. Un PAG, programme d'action du gouvernement, appelé de tous vœux, mais finalement dévoilé avec la manière au point de faire rêver tout un peuple sous le vocable « le Bénin révélé ». Pour d'aucuns, il s'agit là d'effets qualifiés d'accomplissement d'une certaine trilogie, de faire pour la concrétisation des nobles ambitions énoncées par le chef de l'État lors de son investiture le 6 avril. Tout se tient-il effectivement? Patrice Talon vient-il ainsi de poser les balises susceptibles de combler les grandes attentes de ses citoyens et partant celles devant l'aider à être porté en triomphe au soir de son mandat? Deux invités sur ce plateau pour nous aider à porter le regard critique qui s'impose sur ces faits. Gouvernance Talon, un mandat inéluctablement promis à un franc succès, ce sera le thème autour duquel le débat du jour se fera. Un homme de droit pour apporter son éclairage, mais en face de lui, un professionnel des médias. À ma gauche, on ne le présente plus, Maître Alain Orula, avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Il a accepté une fois encore de nous accompagner pour tout ce premier numéro, ce comeback si vous préférez. Maître Alain Orula, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie, on résiste. Oui, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, en face de lui, c'était un mot qui veut tout dire. Lui, on ne le présente non plus. Il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balo, c'est son nom, une chaîne de radiodiffusion dont la voix s'est éteinte il y a quelques semaines, mais qui, dans très peu de jours, nous l'espérons, va à nouveau retentir. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs de Sika TV. Merci de me recevoir sur votre plateau effectivement délocalisé, suivez mon regard. Pour la reprise des émissions de Soleil FM, nous gardons beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Comment on se sent quand on doit vivre un événement comme celui-là et quand on a été au devant des sans-voix? Non, de toutes les façons, c'est un repos pour nous parce que ça fait 3 ans maintenant que la radio existe. Moi, personnellement, je n'avais pas eu l'occasion d'aller en congé, donc j'en profite pour me reposer. Et pour les autres collègues, c'est également le moment de tirer des conclusions parce que vous savez, lorsqu'on est dans une épreuve, on retient ce qui est essentiel pour aller de l'avant. Donc, nous avons tiré beaucoup de conclusions à quelque chose malheur et bon, dit-on. Ça a été pour nous l'occasion, n'est-ce pas, de comprendre 1001 choses. Mais comme Maître l'a dit il y a quelques secondes seulement, eh bien, on résiste et on avance. Il faut savoir résister, oui. Dans un exercice de grand oral devant la représentation nationale, discours sur l'état de la nation oblige, le chef de l'État n'a pas manqué, dit-on, de séduire même les élus du peuple. Tout bord confondu, suivez mon regard. Oui, ce discours, ils ont été nombreux à le suivre parce qu'il s'agissait là d'une première. Donc, Lama Balo, vous étiez de ceux-là à avoir suivi aussi très attentivement, 21 minutes, quelques secondes, un grand oral, paraît-il inédit. Je vais vous faire un aveu. Moi, je n'ai pas suivi le discours du chef de l'État. Vraiment? Parce que depuis quelques jours, je me refuse d'écouter le chef de l'État. Je prends ses discours et je les lis. Parce qu'en réalité, c'est ma seule façon de pénétrer le message du président. Parce que quand j'écoute le président, plutôt que de pénétrer son message, lui, il me pénètre et moi, ça me pose un problème. Donc le mot séduit, là, ça revient même à non, votre parce niveau, vous êtes qu'en emballé. réalité, quand je le vois dérouler ces différents discours et quand je vois l'auditoire, je me rends compte que les uns et les autres boivent systématiquement ce que le président dit. Mais lorsqu'il s'agit de faire une analyse objective, il faut donc prendre du recul,
prendre le texte, le lire et le déchiffrer correctement, c'est l'exercice que je préfère faire depuis un Donc moment. une démarche que vous conseillez à vos pairs? Non, je ne le conseille à personne. C'est une démarche personnelle et particulière. Ça me permet de mieux comprendre le sens du message du président de la République. Donc c'est ce que je fais. Et après lecture? Après lecture, je tire mes conclusions pour l'avenir. Et je dois dire simplement que c'est un acte constitutionnel que le président a posé. Il est donc constitutionnel que en chaque fin d'année, le président aille faire un discours sur l'état de la nation, selon lui, bien évidemment, parce que son discours sur l'état de la nation peut ne pas être celui de chaque Béninois ou de tous les Béninois. Et donc, j'ai lu le discours du président de la République, j'ai compris que il y a eu quelques avancées par rapport à ces 8-9 mois de gestion, mais en même temps, le président retient que notre pays est toujours malade. Et je crois qu'il a été élu pour apporter la thérapie de choc. Je compte sur lui pour qu'au bout de son mandat, il puisse être vraiment porté en triomphe, comme il le dit lui-même, et donc qu'il puisse régler l'essentiel des maux dont souffre notre pays. Maître Alain Roula, vous, j'imagine, vous avez pu le suivre de bout en bout. Je suis, Monsieur le Président de la République, comme du lait sur le feu. Ce d'autant plus qu'il a promis aux Béninois de les faire rêver, de se faire porter en triomphe et de faire la magie. Autrement dit, de la prestidigitation. Non, je crois jamais avoir entendu ces mots. Magie, le chef de l'État parlait de magie. Le président de la République, lors de son investiture ou peu de temps avant, a dit qu'il va faire cette magie qui va propulser le Bénin. Et propulser le Bénin. Absolument. Oui, ça... Non, écoutez, il ne faut pas voir... Ça ne tient pas de la magie, non? C'est lui qui a parlé de magie. C'est lui qui a parlé de rêve. Et on y est toujours. Moi, je conseille à Donclam de muscler son cerveau et son cœur et de ne pas se laisser séduire parce que le président de la République est dans un exercice de séduction et de, je vais dire, de communication. Bien sûr, sur ce plan, l'exercice est toujours réussi. Les promesses, on en reçoit toujours. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de discours sur l'état de la nation qui n'ait jamais été ovationné, qui n'ait jamais été applaudi. Pour replonger dans un passé tout à fait récent, je pense que le président Yahya Boni a fait une dizaine de ce discours sur l'état de la nation avec les mêmes satisfecits. Donc, ce qui compte pour moi, c'est le contenu, la forme, mais surtout le réalisme de ce qui est dit. Et bien sûr, nous accompagnons tous le président de la République dans les bons vœux et dans les belles résolutions bien formulées qui ont été décernées à l'Assemblée, séduites et subjuguées. Mais je reste persuadé que de la coupe aux lèvres, il y a fort à parier que les difficultés vont très vite nous ramener à la réalité. Et ce ne sont pas les difficultés liées à l'impatience du peuple béninois. On continue donc avec votre permission. Venons-en. Le chef de l'État, dans son introduction, a d'emblée invité le peuple béninois à un grand symbole, celui de la Jacques Touré. Il ne saurait y avoir de prospérité, a-t-il martelé, ni de développement sans une unité des fils et filles de ce pays. Donc, Klama Balo, c'est un message, dirait d'aucuns, tout dit. C'est un message, je suis d'accord avec vous, mais faites le constat avec moi sur le terrain. Est-ce que les fils et filles de notre pays sont unis? Chacun a sa réponse par rapport à ça. Est-ce que les aspirations portées par le peuple béninois lors de l'élection de 2016 ont été respectées jusque-là, après 8-9 mois de gestion? Chacun pourra tirer ses conclusions. Je souhaite simplement que le chef de l'État, puisqu'il a compris lui-même le message de l'unité, le message auquel nous rappelle cette Jacques Touré, je veux espérer que pour le futur, c'est-à-dire pour l'avenir, le chef de l'État et son équipe se battront pour que les fils et les filles de ce pays soient réellement unis. Pour le moment, je constate beaucoup de tensions. Pour le moment, je constate beaucoup de divisions. Pour le moment, je constate qu'il y en a certains qui sont écartés de la gestion de la chose publique, alors qu'on devrait pouvoir travailler en symbiose pour que le Bénin puisse importer plus que tout, pour que le Bénin puisse aller de l'avant. Et je prends ce message du président de la République comme un vœu, comme un espoir, et je veux croire que au soir du 6 avril 2021, on aura réussi cette union, non que dis-je, cette unité du peuple béninois. Pour le moment, je veux parler comme Wilfried Néandon-Bouedi, c'est-à-dire l'actuel directeur de la communication du président de la République. Je veux dire simplement qu'on n'est pas encore une nation, on est juste un peuple, on est juste un pays, on est juste quelques milliers ou quelques millions de Béninois. Il nous reste à travailler pour être vraiment une nation. Oui, on n'est pas encore une nation, Maître Alain Roula, vous l'avez suivi, le chef de l'État l'a souligné et regrette. Il appelle les uns les autres à pouvoir se donner la main afin qu'un jour,
Et dans très peu de jours, on peut se parler de la nation béninoise. Merci Joël, mais je fais remarquer quand même que vous m'avez interrompu. Tout à fait, à raison. Ne craignez rien, je ne dérape pas et je sais concentrer mon temps. Et donc je répondrai à votre deuxième question que j'avais anticipée. Ce ne sont pas les Béninois qui ne sont pas acquis à la cause de l'unité, c'est le style de gouvernance. Et c'est un style de gouvernance qui aujourd'hui donne l'impression, peut-être fausse, de semer la division, l'opposition. Parce que le symbole de la jarre trouée, finissons-en. La jarre elle est trouée, il faut la casser, avait dit un ancien président. Il faut rebâtir. Nous sommes à l'ère d'un nouveau départ. Donc les symboles du passé doivent être laissés au passé, au passif. Et même les symboles les plus forts? C'est un symbole qui a démontré que ça ne fait pas avancer le pays. C'est un nouveau départ. C'est ce que nous avons dit. On a parlé de rupture. Donc cassons la jarre, avançons. Les ambitions du président de la République et de son équipe sont pieuses. Mais les comportements sur le terrain démontrent qu'il souffle un vent de clanisme, de sectarisme, d'exclusion et de refus de libération du talent et donc de ce que le Bénin pourrait avoir de beau à révéler. Ce n'est pas en taquinant les uns et les autres ou ce n'est pas en laissant les nouveaux apparatiques qui, avec ou sans ordre du président de la République, je n'ai pas de preuves, se comportent comme si une équipe ou un clan l'avait emporté sur un clan ou un autre Bénin. Donc, la réussite du président de la République, avec les intentions qui sont très nobles, mais l'enfer est pavé de très bonnes intentions, dépend de sa capacité à rassurer les uns et les autres. À rassurer quelqu'un comme moi, par exemple, il y en a beaucoup, de ce que l'intérêt général, comme on le proclame, est au-dessus de tout, ce qui doit nous éviter d'entendre que ce sont les mêmes qui prennent les marchés, que ce sont les mêmes qui veulent imposer leur dictat aux autres. C'est vrai que le Bénin a besoin de discipline, a besoin de se ranger autour et derrière son président de la République, mais il faut qu'il y ait des signaux très forts qui vont et qui aillent au-delà du discours, qui, je dois le rappeler, est un très beau discours, comme nous en avons connu des dizaines d'autres. Oui, des signaux forts, vous n'en trouvez pas? Bon, pour le moment, je constate que le président de la République gère son mandat, n'est-ce pas? Il l'a dit lui-même après nous avoir rappelé que chaque matin, quand il se lève, il pense à lui-même d'abord. La dernière fois, il nous a dit clairement qu'il pense au peuple béninois et qu'il pense à ce que le peuple puisse vraiment commencer par vivre réellement, parce qu'il se rend compte que nous sommes encore dans la misère, et un peuple dans la misère n'est pas un peuple libre. Le président sait tout ça. Donc aujourd'hui, il est important d'aller très vite sur un chantier. J'ai écouté, j'ai vu tout le spectacle, je l'appelle ainsi, autour du programme d'action du gouvernement, parce que contrairement à ce qu'un ministre a pu dire sur un plateau de télévision, le ministre disait que c'est la première fois qu'on a une présentation d'un programme d'action du gouvernement. Je veux être d'accord avec lui pour dire que c'est la première fois qu'on a autant d'engagement dans la dépense publique autour de programmes comme celui-là. Alors, lorsque je décline ce programme-là, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'ambition pour le pays. En tant que Béninois, nous ne pouvons qu'accompagner un tel programme d'action, surtout dans sa réalisation. Mais en même temps, je veux relever que lorsqu'on parle de quinquennat 2016-2021, il faut rappeler que nous venons de passer 9 mois et que dans 3-4 mois, nous avons fini une année. Donc, il y a des prévisions qui doivent être revues systématiquement. Ça, c'est la réalité des choses. Quand vous commencez par dire ce genre de choses, on vous classe systématiquement dans un camp. Et c'est ça qui est de plus en plus difficile dans notre pays. Dire, par exemple, que lorsqu'on parle des logements sociaux et qu'on dit que chaque année, il faut créer 4000 logements sociaux, et donc au bout de 5 ans, ça fait 20 000 logements sociaux. À la date d'aujourd'hui, lorsque vous faites un calcul bête, vous vous rendez compte qu'on ne peut plus avoir 20 000 logements sociaux. On va étaler ceux qui n'ont pas pu être faits maintenant sur les 4 ans. Oui, ça c'est votre interprétation. Mais on ne peut pas nous refuser de faire cette lecture-là. Il y a des choses qu'on doit dire lorsque nous voulons tous contribuer au développement de notre pays. Mais cette stigmatisation actuelle fait qu'on hésite à aller sur certains terrains. Je vous disais tout à l'heure que le chômage dans lequel nous nous sommes retrouvés à un moment de l'histoire de notre pays nous a permis de tirer 1001 conclusions et de comprendre désormais qu'il va falloir... Oui, parce qu'il va falloir faire attention sur certaines choses. Vous savez, depuis que Sika TV a eu des difficultés, depuis que Soleil FM a eu des difficultés, est-ce que vous avez entendu un seul homme politique, n'est-ce pas, qui profitait de ces organes de presse-là? Vous avez entendu un seul qui s'est prononcé officiellement sur la situation?
personne. Mais Ça si veut dire ces quoi? organes sont en erreur, pourquoi se prononcer tout ce qui leur est arrivé? Il y a des politiques qui se prononcent sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Qu'est-ce que vous appelez erreur? Vous et moi savons très bien que ces organes ne sont pas en erreur. C'est des questions technologiques et vous le savez mieux que quiconque. Et même à supposer que ces organes étaient en erreur, vous avez entendu un politique? Les politiques que vous avez l'habitude de recevoir régulièrement, vous les avez entendus? En personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons chacun faire face à nos destins respectifs. Donc le président de la République... Donc c'est un vœu pieux. Quand il appelle à revoir la Vouja trouée, que chacun y apporte son petit doigt pour qu'elle ne soit plus trouée. Oui, mais tant qu'il est possible, et là je ne suis pas d'accord avec Maître Ronla, tant qu'il est possible, n'est-ce pas, de boucher des doigts la jarre trouée, pourquoi casser cette jarre et reprendre à zéro? Je ne vois pas, c'est un symbole comme vous l'avez dit, et donc le symbole peut ne pas être forcément un principe de vie, mais ça reste un symbole. Donc tant qu'il est possible que les fils et filles de ce pays puissent boucher de leurs doigts la jarre trouée, autant ne pas la casser. En tout cas, je note pour cette gouvernance qu'il y a beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition, mais entre la volonté et l'ambition et leur réalisation, il y a un fossé qu'on n'a pas systématiquement franchi avec beaucoup de facilité. J'attends le gouvernement à l'heure du bilan. Oui, nous allons entrer très rapidement dans cette parc et il nous a tracé. Donc la Mabalo qui a commencé par évoquer le PAG, oui, un discours, un programme encore ambitieux. Vous l'avez suivi, donc là, on a commencé par parler des logements sociaux. On peut y croire. Il s'agit d'un opérateur économique, un homme à qui tout a réussi. Je voudrais déjà qu'on mette de côté, comme le président de la République lui-même le souhaite, le côté opérateur économique. On a affaire à un président de la République qui doit avoir d'autres aptitudes que celles d'un compétiteur né. Ça doit être un père de la nation. Mais ça vient en addition, non? Un compétiteur non, qui on va dire vraiment a de que ce n'est l'ascendance. qu'une caractéristique qui permet de propulser l'homme à ses responsabilités, mais sans avoir jamais été président de la République, on peut dire ce qu'on attend de notre président, c'est d'être un père de la nation qui tienne compte non seulement des sacrifices pour arriver à des performances économiques, parce qu'il faut trouver les ressources, mais aussi à la distribution et à la gestion de l'homme, des ressources humaines. Nous n'avons pas besoin d'un père brutal. Je ne dis pas que notre président en est un, mais il ne faudrait pas tout sacrifier sur l'autel des impératifs économiques. Ceci étant... non, vous n'allez pas évoluer comme ça. Vous faites allusion à quoi? Il ne faut pas être brutal. Non, n'est pas mais brutal. je dis, c'est vous qui avez parlé d'opérateur économique. Et je vous dis que ce n'est qu'un ingrédient parmi les milliers qui font un bon chef d'État, un bon père de la nation. Je dis, il faut d'autres caractéristiques, il faut d'autres aptitudes. Je ne dis pas que notre président en manque, mais je fais partie de ceux qui doivent faire vibrer toutes ces cordes afin que nous ayons une gouvernance équilibrée et apaisée. Donc, il ne faut pas tout focaliser sur l'économique. Ceci étant, le programme d'action du gouvernement, il est beau. Encore là, nous avons la démonstration de la communication et d'une certaine méthode, d'une manière impeccable de présenter les choses, autant d'atouts qui ne font pas défaut à notre président de la République. Nous avons parié, puisque c'est un programme que nous allons devoir avoir en partage pendant au moins 4 ou 5 ans, sur plus de 9 035 milliards. À vrai dire, pour ceux qui ont vu autre chose, c'est peu. C'est pas grand-chose, 9 milliards, ça peut se trouver sur les 5 ans. Mais pour notre pays, c'est énorme. Et sur ce plan, je vois déjà un dysfonctionnement. 9 milliards sur lesquels on parie sur plus de 71% de ressources hypothétiques. C'est-à-dire qu'on attend 71% de partenaires extérieurs. Ça veut dire que le principe de modestie et d'humilité prôné par le gouvernement font déjà défaut à ce niveau, puisqu'on spécule sur un investissement qui va venir massivement d'ailleurs. C'est ça qui permet qu'on décline. Et cette année, on nous promet 2000 et quelques milliards de ressources et de dépenses. Là aussi, infime partie sur nos propres contributions avec des mesures fiscales volontairement voulues dopantes, mais qui, à l'analyse, peuvent se révéler défaillantes. Bon, les députés laissent passer la chose. Je souhaite au président de la République de mobiliser autant de ressources que l'on le dit, mais ces programmes-là également, nous en avons connu. Il y a eu le programme Bénin Lafia 2025, je crois, sur lequel on aurait pu copier. On peut toujours spéculer. Je pense que tout ça manque de réalisme. Mais comme nous sommes à l'époque du rêve, rêvons, souhaitons, et je souhaite vivement que le président de la République et son équipe trouvent les ressources nécessaires pour y parvenir. 2 minutes. Je vous dis, ce n'est pas les chiffres qui manquent, parce qu'on a toujours des experts pour sortir les chiffres et dire, avec tel chiffre, ça ira. C'est le style, c'est la méthode.
et j'adore les dénominations. Après le nouveau départ, c'est le Bénin révélé. Nous sommes tous d'accord que le Bénin a des atouts. Mais jusqu'à présent, tous les systèmes qui se sont succédés ont abattu les compétences. Je crains que par la méthode de gouvernance, on ne révèle pas le Bénin. Parce que quand on veut révéler le Bénin, on laisse tous les talents du Bénin éclore. On facilite l'éclosion de Ce n'est pas ce à quoi on assiste actuellement? Je vous dis que je reste, ça c'est mon droit et mon devoir, très circonspect par rapport au comportement de ceux qui pensent avoir pris le pouvoir et qui se croient en droit de le confisquer. Quand il y a des comportements, bien sûr, nul n'est au-dessus de la loi. Bien sûr que ceux qui ne sont pas en règle doivent être rappelés à l'ordre. Mais ce n'est pas avec un comportement de père fouettard. Précisons, je ne suis pas en train d'adresser ce discours au président de la République qui n'est peut-être pas informé de tout ce qui se passe dans le pays. Ce que j'appelle le père fouettard, à titre d'exemple, Sika ne serait pas en règle, on ferme Sika. Alors que c'est connu de tous que c'est une belle chaîne. Radio Soleil FM, qualifiée de radio des mille et une collines, remplie de talents et de gens qui sont débordants d'énergie. Est-ce que parce qu'il y aurait quelques fautes ou quelques infractions, il faudrait étouffer cette radio? Ce n'est pas comme ça qu'on libère les talents. On libère les talents et on les canalise. On ne fouette pas. Donc, et ces exemples peuvent être multipliés. Alors, c'est en raison de ces infractions, de mesures qualifiées de liberticides, comme par exemple l'interdiction des mouvements des étudiants, alors pourtant que quand on n'était pas au pouvoir, on a bien profité de ça. Je veux dire, Sika n'a pas changé de statut d'un régime à l'autre. Pourtant, on était bien content de s'en servir pour faire campagne. Alors, ce que le président Yahi a toléré, je dis c'est devenu tolérance, pourrait être corrigé par une mise en demeure préalable et dire mettez-vous en règle. Donc, moi je demande très humblement à l'équipe dirigeante d'intégrer cette dimension d'humilité, dans la recherche de l'éclosion des talents, et je peux garantir au président de la République que des talents, il y en a au-delà même des rupturiens de première heure. Oui, donc là, Mabalo, oui, Maître Alain Rolla nous a amené bien loin, mais on revient. On revient par rapport au programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État l'a dit, même s'il y a quelques craintes, comme l'a souligné, Maître Alain Rolla, d'autres l'ont évoqué aussi, à savoir comment mobiliser ses ressources. Mais le chef de l'État, en choisissant le Bénin révélé, ne l'a pas fait exprès. Il ne s'agit pas que de rêves. Il y a autant d'atouts, mais que les Béninois semblent-ils ignorent. Ne pensez-vous pas qu'on pourrait y arriver? Je voudrais d'abord remercier Maître Ronla pour le clin d'œil fait à Soleil FM et à Sika TV. Il fallait bien justement qu'on puisse le faire pour effectivement laisser éclore certains talents. Alors le Bénin révélé, ça me rappelle étrangement, pour avoir travaillé très proche du ministre d'État Abdoulaye Biotchané, ça me rappelle étrangement le Bénin triomphant de Abdoulaye Biotchané. Il y a quelques années, il parlait déjà du Bénin triomphant, du Bénin qu'on devrait reconstruire avec nos mains. Aujourd'hui, le président Talon nous parle de révéler le Bénin d'abord aux Béninois eux-mêmes et ensuite au reste du monde. C'est un espoir, c'est un idéal auquel il va falloir aller. Moi, je veux bien accompagner le président dans la réalisation de cet idéal-là, l'accompagner par mes prières et par mes bons voeux, par ma positivité. Ça, c'est ce que nous pouvons faire à partir de la position qui est la nôtre. Mais pour en arriver là, il faut beaucoup de choses. Vous savez, lorsque vous avez un plan de développement, lorsque vous avez une prévision, et ça, ceux qui sont spécialistes de la question pourraient vous le dire, on prévoit en même temps les chocs exogènes possibles. Lorsque j'ai suivi la démonstration du programme d'action du gouvernement, je n'ai pas eu le sentiment de l'existence d'une prévision de choc exogène. Qu'est-ce que j'appelle choc exogène? Quelques difficultés de mobilisation de ressources. Vous savez très bien ce que nous avons au niveau de notre port, par exemple. Vous savez ce que nous avons au niveau de nos recettes fiscales. Ça a drastiquement diminué. C'est un secret de polichinelle. Ça, c'est des chocs exogènes qui sont économiques, qui peuvent venir. La situation du Nigeria, qui a décidé, à partir de janvier, d'interdire l'importation des véhicules d'occasion, même des véhicules neufs, par voie terrestre. C'est des chocs qui peuvent réduire la mobilisation des ressources. J'appelle encore choc exogène la crise sociale qui peut être possible. Vous voyez un peu quelle tension il y a dans notre pays. Vous voyez un peu les tensions qui résultent de l'éventuelle opération de casse, par exemple, que le gouvernement va démarrer d'ici le 2 janvier et tout le reste. Ce sont des choses qui peuvent freiner, n'est-ce pas, la réalisation
du programme d'action du gouvernement. Donc, quand on a des prévisions de cette facture-là, on peut prévoir en même temps les cas de force majeure. Même quand vous faites un contrat, il y a des cas de force majeure. Donc, c'est des choses que je n'ai pas senties dans la présentation du programme d'action du gouvernement. Nous avons beaucoup rêvé. J'ai entendu le ministre Pascal Irénée Koupaki dire qu'il connaît très bien cette salle et que d'ailleurs le président lui permet de rêver avec la transformation de la salle du peuple du Palais de la République. Donc, nous avons tous rêvé avec eux et nous attendons la réalisation de notre rêve. C'est important. Sur le programme d'action du gouvernement, il y a un aspect qui me touche personnellement. Lequel? Ce ferait que je revienne sur les logements sociaux, parce que j'ai commencé par en parler. Je voudrais en parler encore. Vous savez très bien que chaque Béninois rêve de rester chez lui, d'être chez lui et tout ça. Alors, désormais, c'est possible. Je vais recommander là, de ma petite tribune, encore une fois, au gouvernement, de nous faire au moins l'état des lieux des logements sociaux. Vous savez, il y a énormément de logements sociaux qui ont été construits dans la vague de la généralisation de la célébration du 1er août. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les Béninois ne se sont pas appropriés les logements sociaux? C'est une grosse interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois sont prêts à aller acquérir des logements déjà construits ou bien ils veulent construire eux-mêmes leurs logements? Voilà des interrogations. Vous savez très bien qu'il y a eu un scandale ici dans ce pays où on a fait des logements sociaux. On s'était rendu compte qu'il y a eu des problèmes de dosage, des problèmes de fer, des problèmes... Donc les Béninois qui ne participent pas à la construction de leur maison se demandent s'il faut acheter, s'il faut acquérir des maisons qu'ils n'ont pas contribué à construire eux-mêmes. C'est une grosse interrogation. J'aurais mieux compris le gouvernement s'il avait dit par exemple aux Béninois « Je veux faire des logements sociaux, mais autrement que pour les régimes précédents. Vous avez votre terrain, par exemple, vous avez votre plan de construction, vous savez ce que vous voulez construire pour vous-même, vous avez un peu de moyens, le gouvernement vous accompagne à construire votre maison en mettant sur pied peut-être une banque de l'habitat ou une politique qui permet à ceux qui ont déjà leur terrain, à ceux qui ont déjà leur plan de construction de maison, d'être accompagnés. Et on peut dire que sur une année, on accompagne 4 000, 5 000 ou 6 000 projets de construction de maison. Donc ça veut dire quoi? Au moins le sentiment de savoir dans quel logement on veut habiter, un sentiment qui est propre à tous les Béninois, serait au moins respecté. C'est un peu comme ce que la candidate Hillary Clinton disait lorsqu'elle était candidate aux élections présidentielles aux États-Unis. Elle disait par exemple pour les jeunes qui veulent de l'emploi, l'État américain contribue à leur formation, paye leurs études et juste après les études, premier emploi, et à partir de ce premier emploi-là, ils peuvent rembourser les frais d'études à l'État américain. C'est une politique. Moi, je pense qu'on aura créé fondamentalement quelque chose si on avait fonctionné comme ça. Mais tel que je vois l'exposé fait sur les logements sociaux, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau par rapport au régime précédent, mais je veux souhaiter que le gouvernement puisse aller jusqu'au bout pour que, au moins, les Béninois qui n'ont pas beaucoup de moyens puissent avoir ces logements sociaux. Parce que c'est une autre paire de manches. Qui sont ceux qui vont acquérir ces logements sociaux? Avec quel pouvoir d'achat et tout le reste? C'est tout ça qui m'amène à dire que les intentions sont nobles. Les intentions sont nobles, on ne peut que les accompagner. Maintenant, il faut que les actes soient posés pour qu'effectivement, à l'horizon 2021, donc au bout de 4 prochaines années, qu'on ait un BD qui soit révélé à chacun et à tous. On le souhaite. Hier, disait le chef de l'État, je cite, c'était à une suprématie écrasante du pouvoir exécutif qu'on avait eu droit, avec un clientélisme érigé en mode de gestion. Maître Alain Oula, avez-vous l'impression que le Bénin, là-dessus, a un peu évolué? Parce que c'est toutes choses qui ont freiné l'élan de développement. Je n'ai pas le sentiment que nous ayons rompu avec ces pratiques, ce système. Je vous parle d'impression, de sensation. Pourquoi n'ai-je pas cette impression? À la place qui est la mienne, je puis observer par exemple le déferlement des affaires, c'est-à-dire les différents détournements dont certains de nos compatriotes sont soupçonnés ou sont accusés et les méthodes avec lesquelles ces concitoyens sont poursuivis, je vais dire, au mépris des règles de procédure. C'est l'homme de droit qui parle. C'est l'homme de droit qui parle et qui constate que malgré la présence massive d'éminents juristes autour du président de la République, les choses ne soient pas faites dans les règles de l'art, ce qui expose notre pays à des condamnations à venir, puisque quand le travail a été mal fait, c'est l'État qui paye. Le président de la République, lorsqu'il fut opérateur économique, en sait quelque chose, puisqu'il en a usé et a réussi à faire condamner l'État béninois à des centaines de milliards de francs. Ce qui n'a pas changé, c'est que dans un Bénin qu'on l'on voudrait révéler, et ce qui appelle transparence et règles saines de compétition,
les contrats de gré à gré continuent de jaillir et pleuvent. Donc des contrats, on va dire plus ou moins, à la discrétion de l'autorité, là où la compétition doit être ouverte à tous. Et peut-être que les impératifs et les urgences qui justifient ces contrats, la rapidité avec laquelle la loi sur le partenariat public-privé a été votée, moi j'ai jamais compris ce discours, je veux dire, pas besoin forcément d'une loi, mais enfin, c'est fait, témoigne de ce que la concurrence n'est pas forcément ouverte. Elle est institutionnellement fermée, c'est ce que veut dire le gré à gré. Donc, avec cette option qui reste légale, il y a peu de chances pour que le clientélisme s'en aille. Vous allez compter le nombre de contrats concédés, vous en verrez très peu, pour ne pas dire aucun, véritablement, qui soit concédé à des gens qui ne sont pas dans le mouvement. Donc, quel mouvement? Mais la mouvance, si vous préférez, parce que vous voulez toujours me faire dire, ceux qui ne connaissent personne n'ont aucune chance d'aboutir. Tandis que la révélation, le talent, c'est de mettre en place des règles qui permettent aux derniers de nos compatriotes de pouvoir accéder au sommet. Vous me permettez que je tourne la même question à Dr Mabalo. Le chef de l'État disait, je cite une fois encore, c'était à une suprématie écrasante du pouvoir exécutif qu'on avait eu droit, avec un clientélisme érigé en mode de gestion. Avec un peu de recul, ces 8 mois passés, avez-vous l'impression qu'on a changé de cap? Le discours du président de la République n'était pas fondamentalement nouveau pour moi. Suivez un peu les hommes très proches du pouvoir lorsqu'ils prennent la parole un peu partout. Ils peignent systématiquement en noir ce qui a été fait jusque-là. Donc le président est resté dans cette même logique-là. Et je dois vous dire même que c'est la trop grande puissance de la fonction présidentielle qui a amené le président Talon lui-même à vouloir être président. Et les réformes qu'il proposait étaient de réduire fondamentalement la force de cette fonction présidentielle. Mais aujourd'hui, il en profite encore lui-même de toutes les façons, puisque ça n'a pas changé, puisqu'on n'a pas encore modifié la Constitution dans le sens d'affaiblir les pouvoirs du président de la République. Et donc, le président actuel profite des dispositions constitutionnelles et donc exerce son pouvoir largement. J'espère que cela va changer. J'espère que cela va changer. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays sous-développé. Je dirais même que nous sommes un pays très pauvre et très endetté. Ça là, c'est une classification réelle. Ceux qui avaient parlé à l'époque de Bénin émergent nous avaient promener simplement. On n'est pas dans cette classification-là. On est un pays pauvre, très endetté. Et donc, par rapport à un environnement pareil, il ne faut pas occulter le social. Il faut aller vers les activités de développement, mais en même temps en tenant compte, n'est-ce pas, de la paix sociale. C'est à cela que je voulais appeler le président de la République. C'est déjà bien qu'il ait fait le constat de ce que le régime précédent était, et j'espère qu'il ne va pas continuer à nous maintenir dans cette position-là, puisqu'on a parlé de rupture. Il doit faire les choses autrement. Et quand on sait de quoi on souffre, on est à moitié guéri pour moi. Donc à partir du moment où le président a fait cet état des lieux-là, il a intérêt à nous éloigner d'une situation pareille en gérant mieux, en libérant les énergies, en déléguant les pouvoirs. Parce que vous constaterez que quand le président Talon n'est pas au pays, il n'y a pas conseil des ministres. Enfin, je ne sais pas si je me trompe. Ça vous gêne? Mais c'est le constat. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la direction tant que le président n'est pas là. Il y a des gens qui ne peuvent pas conduire le conseil des ministres tant que le président n'est pas là. Pourquoi? Si le président n'est pas au pays, on doit pouvoir tenir la réunion hebdomadaire du conseil des ministres. En tout cas, moi, je le recommande et c'est tout à fait normal. Mais j'ai constaté, sauf preuve contraire de votre part, que quand le président n'est pas au pays, il n'y a pas conseil des ministres. La gouvernance devrait pouvoir être collégiale, la responsabilité est collégiale, même si on a désigné un seul homme pour nous conduire. Ça fait partie des éléments qui peuvent nous permettre d'apprécier réellement, n'est-ce pas, le fait qu'on n'ait plus le pouvoir unique, le fait qu'on n'ait plus tous les pouvoirs concentrés entre les mains d'un individu. En tout cas, moi j'ai beaucoup d'espoir pour le pays. Je me résous à cela finalement. Il demande beaucoup d'espoir, mais pour y arriver, il va falloir travailler en toute collégialité. Le chef de l'État, toujours dans ce grand oral, rappelait « l'administration était quasi léthargique, politisée à outrance, rongée de l'intérieur par toutes sortes de trafics et de pratiques malsaines. Il va falloir l'enguérir, le ménage a commencé. » Comment vous observez tout ceci? Et le chef de l'État dit qu'il tient à ses promesses et rêve de les voir toutes s'accomplir. L'état de l'administration est à l'image de l'état d'esprit des Béninois.
Les choses ont commencé par changer, non? Forcément qu'il y a toujours du changement. Et c'est quoi le changement? Il y a des limogeages, des mutations, des redéploiements. Mais qui est-ce qu'on limoge? Des Béninois. Qui est-ce qu'on replace? Des Béninois. Naguère, ils étaient yaïstes, aujourd'hui. Mais je veux dire que les véritables réformes, ce n'est pas forcément dans les institutions, c'est la réforme de l'homme. C'est l'homme béninois. Mais c'est le Béninois qu'il faut réformer. C'est le Béninois qu'il faut rendre responsable. Et non plus l'éternel assisté, l'enfant que l'on piétine, à qui on soutient les ressources, qu'on blague par des promesses électorales ou électoralistes. Et une fois qu'on est là, c'est toujours cette même minorité qui tourne et qui s'approprie tout. Donc, vous pouvez remplacer un Béninois par un autre, ça donnera le même résultat. Et je souhaite évidemment que ces secousses amènent notre administration à des résultats. Mais quand vous me parliez de décentralisation, le gouvernement actuel est dans tout sauf dans la décentralisation. Si vous voyez le nombre de directions centrales qui sont rattachées à la présidente de la République, le plan d'action du gouvernement qui est basé sur 9 projets phares, a-t-on dit, et 45 autres projets piliers, tous ces projets sont centralisés à la présidence de la République. L'organe qui était chargé de coordonner les différents décrets, etc., et qui est à la présidence, sous prétexte que l'on doit réduire le nombre des fonctionnaires et éviter les doublons, donc rationaliser les décrets, on a centralisé à la présidence de la République. Donc, on est tout sauf dans une démarche de réduire l'influence de l'exécutif qui, soit dit en passant, n'est pas néfaste. Comme je dis, ce n'est pas parce que des abus ont été commis sous la présidence du président Yahi que les institutions sont forcément mauvaises. Ça fait plus de 30 ans que... c'est les hommes. Mais c'est les hommes. Ça fait 30 ans que je fréquente les constitutions. La constitution béninoise n'est pas excessive dans la répartition des pouvoirs qui sont parfaitement équilibrés pour peu que les autorités béninoises veuillent prendre et assumer leurs responsabilités. Bon, enfin, il y a des réformes à faire, pourquoi pas. Mais le président de la République et le gouvernement actuel ne sont pas dans cette logique des faits qui voudrait effectivement qu'on déleste l'exécutif de ses pouvoirs. L'exécutif peut être très fort, ça ne change rien, il suffit que le législatif et le juridictionnel s'affranchissent davantage pour que les choses soient équilibrées. Donc, Maître Ronla, vous me rejoignez parfaitement lorsque vous constatez la concentration, n'est-ce pas, au niveau de la présidence de la République de certaines activités, notamment à travers les agences et tout le reste. Et vous devez être d'accord avec moi que ça ne devrait pas être ainsi, puisque ça fait partie des reproches que l'on fait au régime précédent. C'est important. Et moi, comme vous, j'accompagnerai tout chef d'État qui aurait comme principal projet de société la réforme de la mentalité des Béninois, parce que non, c'est important. C'est important parce que il n'y a de richesse que d'hommes. Et ça là, nous on le dit réellement. Il y a le leader charismatique qui ce n'est pas pour lui faire plaisir, mais c'est la réalité. Mais qu'est-ce que vous pouvez construire sans l'homme? Absolument. Est-ce que les hommes aujourd'hui ont fondamentalement changé autour du régime actuel? Grosse interrogation. Moi, je vois certaines choses que je n'ai pas envie de dire ici, mais je veux espérer encore. Excusez-moi d'être dans l'espoir pour le pays, parce que finalement, c'est tout ce qui nous reste. Il nous reste à espérer pour notre pays. Ils ne seront pas des étrangers à venir construire le Bénin. Le Bénin sera construit par tous ses fils. C'est pour ça que quand je constate quelques exclusions ça et là actuellement, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur parce que ce n'était pas cela l'aspiration du peuple béninois. Mais, comme je le dis, on a tout au moins un programme d'action du gouvernement, on a des échéanciers clairement définis, on a des projets clairement définis, on attendra la réalisation de ces projets-là pour tirer des conclusions. En tout état de cause, en 2021, le peuple béninois aura l'occasion de s'exprimer sur les réformes qui ont été faites. Le peuple béninois aura l'occasion de s'exprimer sur ce que le gouvernement actuel aura fait. Et le peuple béninois en tirera encore une fois les conclusions. Pour moi, c'est important. En tout cas, moi, je m'en voudrais de ne pas avoir vos avis respectifs sur un acte fort à l'actif du chef de l'État. Il s'agit du budget de l'État. Plus de 2010 milliards passés comme une lettre à la poste. Les 83 députés, à l'unanimité, ont apporté leur caution. Les réactions des uns des autres, vous les avez suivies. Oui, Maître Alain Ronla. Cela ne m'étonne guère, parce que depuis longtemps que j'observe les votes à l'Assemblée, on dirait que soit c'est des votes sanctions,
soit c'est des votes accompagnateurs au gré de l'humeur des députés. Donc il n'y a pas forcément d'études techniques et de réflexions pertinentes sur la pertinence des budgets qui sont présentés. D'autre part, je sais qu'il y a quelques tensions actuellement entre la classe politique et le nouveau président de la République qui essaye quand même, qui connaît la maison, qui tient les uns et les autres. Et quand on connaît l'attitude des Béninois, on attend, on observe, donc on apporte notre caution. Ils ont tous voté à l'unanimité. Je ne suis pas persuadé qu'ils soient tous convaincus de la pertinence de ce budget. Avec les déclarations que les uns et les autres ont eu à faire là? Écoutez, c'est une mentalité bien béninoise. Le scandale ne viendra pas par nous et la meilleure manière de piéger quelqu'un, c'est de lui donner une caution pour pouvoir, dans 6 mois ou dans 1 an, bien s'engosser. Moi, j'espère qu'ils seront démentis et que le président de la République va avoir son enveloppe et va réaliser, parce que finalement, ce que nous voulons tous, c'est que le Bénin avance. Un Bénin triomphant. Quel que soit celui qui est aux commandes. Et quand on parle de réforme des mentalités, ce n'est malheureusement pas par le bas qu'il faut commencer par réformer, il faut réformer par le haut. Un pays dans lequel notre constitution vote la liberté d'expression et que des citoyens soient persécutés de manière plus ou moins subtile ou perfide parce qu'ils n'émettent pas une opinion qui va dans le même sens que ceux qui sont au pouvoir, un Bénin dans lequel de vaillants et de brillants cadres sont contraints au silence, tout simplement parce que s'ils ne disent pas « nous sommes rupturiens », eh bien ils sont exclus de tout. C'est ces mentalités. Il paraît que désormais c'est le nouveau départ, plus la rupture. Oui, enfin le nouveau départ, vous voyez ce que je veux dire. Très rapidement, par rapport à c'est ce que je veux dire. Votre émission, mettre à l'on là, sur le plateau, les vôtres, vous y reviendrez. Je termine en disant que le premier signe fort, c'est de commencer par respecter ceux qui ont une opinion contraire à la vôtre. Et le Bénin pourra être réveillé. Non, pour le vote du budget, c'est le peuple béninois qui doit tirer les conclusions. Première conclusion, les politiques s'entendent toujours lorsqu'il s'agit de leurs intérêts. Eh bien, ils font un mouvement de masse, un mouvement d'ensemble, parce que j'ai entendu des députés personnellement qui n'étaient pas d'accord avec le budget. Et là, il y a eu des déclarations de groupes parlementaires, vous voyez. Donc, il y a eu un mouvement de masse. Et les différents points de vue personnels se sont tus au profit des groupes parlementaires et tout le reste. C'est passé, tenez-vous tranquille, sans débat parlementaire en plénière. Je ne sais pas si on avait déjà eu ça dans ce pays, mais je pense que nous sommes en début de gouvernance. Aucun budget n'a jamais été rejeté en début de gouvernance. On montre un signal très fort. Je ne sais pas quels étaient les intérêts des uns des autres. J'ai entendu des choses qui m'ont surpris et qui ne m'ont pas surpris à la fois. Mais finalement, le budget a été voté. Que les députés et que l'exécutif trouvent les moyens de mobiliser les ressources et de réaliser tout ce qui a été prévu au titre de ce budget. Le Bénin en sortira grandi, je crois. Donc là-bas, merci pour la disponibilité. Maître Alain Orla, merci. Je sais, vous avez encore beaucoup parlé. Sachez-le, demain c'est un autre jour. C'est un nouveau départ, pas à l'autre façon. Un nouveau départ sur SICA. Vous ne serez pas déçus. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin. Le numéro du jour, c'est presque terminé. Nous n'allons pas prendre congé de vous sans notre tradition, oui, la citation du jour. Nous clôturons avec le très aimé Frantz Fanon, que je cite, cet écrivain antillais. Chaque génération doit, dans une relative opacité, oui, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. À vous d'opérer le choix qui vous semble le plus conséquent. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur SICA avec la même détermination.